Merci à Franck Ndoufiné et à tous les reporters d'Africa 24 à l'intérieur du pays qui ont suivi tous ces candidats sur le terrain. Alors, Monsieur Kwame, on revient vers vous et répondez de manière précise d'où sort l'expression justice des vainqueurs. Alors, je disais que la justice des vainqueurs, selon les appellations usuelles des ONG et de la société civile, il s'agit simplement pour nous de faire le constat qu'après une crise, il y a une partie qui gagne et une partie qui perd, en général. La partie qui gagne se fait la part belle dans le délai de jugement et la partie qui perd, en général, passe en premier. D'après ce que j'ai entendu de Madame le ministre, sur 61 cas, 54 ont été jugés et il reste 17. Mais je reviens encore là-dessus pour dire que cette justice des vainqueurs est nourrie par la confiance. Parce que de plus en plus de citoyens ivoiriens n'avaient pas par le passé confiance à leur justice, mais avec la crise qui s'est passée, qui est presque une crise constitutionnelle, parce que le Conseil constitutionnel est intervenu avec la CEI à la base, mais le Conseil constitutionnel, vous savez que c'est, je dirais, le garant juridique ou juridictionnel d'un pays. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire pour terminer ce propos, c'est que c'est peut-être la pédagogie qui a manqué au niveau de nos dirigeants. Parce que la confiance, c'est une perception. Vous pouvez très bien faire tout ce que vous voulez, mais tant que vous ne donnez pas les mots, tant que vous ne donnez pas l'information, et nous avons la chance sur le plateau, nous avons Madame le ministre de l'Information, peut-être qu'elle va dire quelque chose là-dessus, il manque beaucoup d'informations aux citoyens. Au-delà de la loi qui a été votée, je pense que la pédagogie n'est pas passée et la perception de la justice des vainqueurs perdure dans la population ivoirienne. Bien justement, nous avons reçu un certain nombre de mails de téléspectateurs, de M. Yao, de Taki Taki, de Christ Ier et bien d'autres. Donc je résume un peu pour vous, Madame la Ministre. Ce qui revient le plus souvent, c'est un nom, Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo. Alors, il semblerait que les Ivoiriens, en tout cas, aient du mal à comprendre comment il est possible que l'ancien président soit jugé à La Haye, que sa femme soit jugée en Côte d'Ivoire, que finalement, donc, les institutions puissent la juger, qu'on refuse que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo soient jugés en Côte d'Ivoire. Il semblerait qu'il y ait vraiment beaucoup de questions. Est-ce que la justice est capable de juger en Côte d'Ivoire ou non? Et si tel est le cas, où en sommes-nous? Merci de poser la question. Peut-être effectivement, il y a eu un manque d'informations à ce niveau-là, même si le ministre de la Justice, mon collègue, a quand même donné des informations. Mais vous savez, parfois aussi, quand on n'a pas envie de comprendre ou d'entendre, c'est difficile. Mais pour autant, je vais me faire le devoir, effectivement, de faire encore preuve de pédagogie. Alors, vous savez, concernant, nous avons 3 cas. Donc, le cas de l'ex-président Laurent Gbagbo, celui de Mme Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, et ensuite celui de M. Charles Blé Goudé. Concernant l'ancien président Laurent Gbagbo, il a été interpellé en avril 2011. Et comme je l'ai rappelé au début de notre émission, l'état dans lequel était le système judiciaire en Côte d'Ivoire, de sorte que nous n'avions pas d'autre choix que d'accéder à la décision de transfèrement qui avait été demandée par la Cour pénale internationale. D'autant que c'est cette Cour qui avait elle-même lancé un mandat d'arrêt contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais vous auriez pu dire non. Quand elle a lancé le mandat d'arrêt, nous ne pouvions pas... Comme vous l'avez fait pour Simone Gbagbo. Non, nous ne pouvions pas dire non. C'est ce que je vais vous expliquer justement. Alors pour Simone, quand elle a lancé le mandat d'arrêt, la Côte d'Ivoire n'avait entamé aucune procédure au niveau de la Cour pénale internationale. Donc nous avons accédé à sa demande puisque la Côte d'Ivoire a quand même signé des engagements au niveau de la Cour pénale internationale. Nous avons reconnu sa compétence en 2003. En 2013, nous avons déposé des actes de ratification. Et en 2015, enfin, nous avons ratifié la Cour pénale internationale. Donc, nous devons respecter nos engagements. On ne peut pas dire décemment à la Cour pénale internationale, alors que nous ne sommes pas en capacité de juger, que non, nous ne pouvons pas déférer à votre requête. Parce qu'en réalité, quels sont les principes qui guident effectivement les rapports entre la Cour pénale, la CPI et les pays? Alors, c'est d'abord le principe de primauté du droit national sur le droit international, c'est-à-dire que le droit international est subsidiaire au droit national. C'est le droit national qui prévaut, vous avez raison. Mais sauf que lorsque le droit national est défaillant, lorsque le droit national manifestement n'a pas envie de juger la personne, à ce moment-là, la justice internationale prévaut et c'est elle qui prend le relais. Donc, dans le cas de M. Laurent Gbagbo, de l'ex-président, nous n'étions pas en capacité de juger, on était défaillants.
de sorte que la Cour pénale internationale, nous n'avions pas d'autre choix. Madame, concernant maintenant Simone Gbagbo... de parler des autres, finissons avec Laurent Gbagbo, voilà. en demandant aux autres, est-ce que l'explication du ministre vous convainc par rapport à pourquoi Laurent Gbagbo se trouve à la Cour pénale internationale? Est-ce que vous pensez que l'État ivoirien aurait dû le garder et refuser à la Cour pénale, de le transférer à la Cour pénale internationale? Ben moi, je pense que oui, parce que tel qu'elle donne les explications, qu'est-ce qui a changé véritablement entre le transfert de Laurent Gbagbo et le jugement de Simone Gbagbo à Abidjan? La réhabilitation des institutions, d'accord, donc c'est ce qui a changé. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu transférer Simone Gbagbo. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que les chefs de guerre qui ont été inculpés, est-ce qu'on a attendu expressément que les institutions soient rénovées pour effectivement les traduire devant la justice? Docteur Sako, oui. Vous n'êtes pas en train d'aller dans le sens de ma question. Non, je vais dans le sens de la question. Allez-y très vite, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Parce qu'on a gardé Laurent Gbagbo à Korogo pendant un temps. Oui. Pourtant, les infrastructures ne répondaient pas. Et Simone Gbagbo a été gardé à Odiéné pendant des années, jusqu'à ce que les infrastructures répondent. Mais pourquoi on ne pouvait pas faire la même chose pour l'ex-président? C'est la question que je pose. Absolument. Et vous avez raison de poser la question. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement, il y a la défaillance du système judiciaire, mais il n'y a pas seulement que ça. Je viens de vous dire que nous avons la compétence de la Cour pénale internationale, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est en 2003. C'est l'ex-président Laurent Gbagbo. Nous devons respecter nos engagements. On ne peut pas d'un côté signer une convention internationale et après se dédire. Nous ne pouvons pas faire cela. Un État responsable, justement, un État crédible, n'a pas d'autre choix que de répondre aux demandes effectivement qui lui sont faites. Parce que nous nous sommes donc les États qui ont dit non par rapport aux exigences de la Cour pénale internationale ne sont pas des États crédibles, vous voulez dire? Non, parce qu'il y en a en Afrique aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Si vous avez signé, si vous avez ratifié les statuts... Il y a des États qui ont ratifié ces statuts aujourd'hui, mais qui refusent le transfèrement d'un certain nombre de personnes. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez dit, mais moi je pense que lorsqu'on signe librement un engagement, on est obligé, justement, par sa signature, on est contraint d'exécuter l'engagement qu'on a pris. Donc, il n'y avait pas seulement que la défaillance, il y avait aussi cela. Maintenant, dans le cas de Simone Gbagbo, il y a un troisième élément qui se rajoute. Justement, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à Simone Gbagbo, on est resté sur Laurent Gbagbo. Et M. Kwame, alors justement, vous allez nous dire, est-ce que vous trouvez qu'effectivement, la Côte d'Ivoire ne pouvait vraiment pas attendre un certain laps de temps pour juger Laurent Gbagbo? Est-ce qu'elle se devait, éthiquement, d'envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale? Moi, en tant que société civile, nous n'avons pas de débat sur les lieux de détention, si tel est que la procédure respecte les droits du prévenu. Je veux dire, nous suivons avec des loupes la cour d'assises d'Abidjan. Madame a lu nos déclarations quand nous avons senti qu'il existait certaines défaillances concernant ceux qui étaient jugés à Abidjan. Donc nous ne faisons que du monitoring. Mais pour le cas Laurent Gbagbo plus précisément. Non, justement. Mais pour le cas Laurent Gbagbo, nous n'avons rien à dire. Pour nous, la Cour pénale est compétente. Nous ne pouvons pas, à la date d'aujourd'hui, juger de l'opportunité de la date à laquelle que la Côte d'Ivoire a accédé au transfert et n'a pas accédé au transfert de Mme Gbagbo. Il est question pour nous qu'il y a eu une crise. Après la crise, les personnes responsables doivent être recherchées et doivent être punies. Et nous avons espoir que tout le monde sera puni. Avec le cas de l'exemple de Thomas Sankara aujourd'hui, nous sommes très patients et nous pensons que tout le monde doit passer à la trappe et nous pensons que tout le monde va passer à la trappe. Mais quant au jugement, l'un à la CPI, à la date où que le gouvernement résiste ou pas, la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que, étant donné qu'il existe entre griffes un peuple de Gbagbo ou beaucoup de citoyens, parce que vous avez vu que la majorité des mails, c'était des citoyens qui parlaient de Laurent Gbagbo, de sa femme et tout.
la seule chose, une des choses qui pouvait arriver là, c'était par rapport au programme de la réconciliation. C'est-à-dire qu'est-ce que le président aurait pu consulter à travers la CDVR tous ceux qui se réclament supporters de Laurent Gbagbo pour décider quelque chose, je n'en sais rien, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est dans de bonnes conditions pour un jugement optimal, c'est bon pour nous. Madame la ministre, aujourd'hui, le cas Gbagbo, c'est comme un os dans la gorge du gouvernement actuel parce que ça revient tous les jours. Et c'est le reproche principal qui revient de manière récurrente. Est-ce qu'avec du recul, quand bien même vous dites on doit céder parce qu'on a signé un certain nombre d'engagements internationaux, est-ce que pour le tissu social, pour la cohésion sociale, est-ce que vous ne dites pas qu'on aurait pu ne pas céder à cela? Mais justement, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce que ça change, in fine. Qu'est-ce que ça change, en réalité? Que l'ex-président Laurent Gbagbo soit transféré à La Haye ou jugé ici, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Mais pour ceux qui réclament, ceux qui soient ici, ils ont leur raison. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Non, mais parce qu'il faut savoir le contexte dans lequel nous nous trouvions à l'époque. Je pense que les gens n'ont pas mesuré cela, le contexte dans lequel nous nous trouvions à l'époque. Je crois que lui-même, il avait peur pour sa sécurité lorsqu'il a été interpellé. Rappelez-vous d'avril 2011. Donc, je veux savoir justement qu'est-ce que ça change concrètement. Et je pense que pour lui, c'était même une très bonne chose qu'il a été. Et pour les Ivoiriens qui me regardent, je le dirai et je l'assume. C'était une très bonne chose pour lui d'avoir été à la Cour pénale internationale. D'abord, pour sa sécurité, parce que c'était difficile pour nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous l'avons effectivement transféré au niveau d'Abidjan à Korogo, parce qu'on ne pouvait pas le garder décemment à Abidjan. Et ensuite, tout est rétabli, justement, et que son avocat demande qu'il revienne pour être jugé en Côte d'Ivoire. Oui, mais justement, j'allais y venir. Quand on le dit, c'est parce qu'on ne connaît pas les procédures en droit. Je le dis parce que je suis juriste. Il y a une procédure qui a été ouverte à l'encontre de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il a été mis en accusation et il va donc aller en jugement. Et vous croyez que la Côte d'Ivoire peut tout simplement demander qu'on le juge ici? Ah non, pas que la Côte d'Ivoire demande, ça c'est son avocat qui l'a... C'est à la CPI, justement, la Cour pénale internationale, d'y répondre. Nous n'avons pas été saisis de cela. Et je pense que juridiquement, ce n'est pas effectivement... On peut le faire juridiquement, c'est-à-dire qu'on peut délocaliser. Ça, juridiquement, c'est possible. Il peut être, le procès de M. Laurent Gbagbo peut être délocalisé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même ailleurs. À Arusha, c'est possible. Mais encore faut-il que la Cour pénale internationale fasse droit à sa requête. Du cas Charles Blé Goudé. Alors, pourquoi a-t-on senti le besoin d'accéder à la demande de transfert faite par la Cour pénale internationale? Alors, c'est une très très bonne question parce que j'allais y venir. Alors, M. Blé Goudé a fait l'objet... un mandat d'arrêt avait été... Avant le mandat d'arrêt d'abord, M. Charles Blé Goudé avait une sanction qui avait été prise à son encontre par les Nations Unies en 2004. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En 2004. Ensuite, en 2006, il y a eu également une sanction qui a été de nouveau prononcée par les Nations Unies. Jusqu'en 2011, où la Cour pénale internationale a émis, le 21 décembre précisément 2011, elle a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Blé Goudé. Le 21 décembre 2011. C'est important, justement, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, en janvier 2013, Blé Goudé, vous savez qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale nous a demandé effectivement d'accéder à sa requête qui était celle de transférer M. Blé Goudé. Nous ne pouvions pas le faire puisqu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Alors, M. Blé Goudé est interpellé en 2013. Ensuite, M. Blé Goudé est transféré à La Haye en 2014. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans mes propos, il y a d'abord les deux principes qui guident les rapports entre la Cour pénale internationale et un État, signataire donc du statut de Rome, et ensuite l'engagement international. C'est que la procédure nationale à l'encontre de M. Blé Goudé est intervenue après celle qui a été lancée par la CPI. Donc, concernant Blé Goudé, nous n'avions pas d'autre choix non plus que de déférer à la requête de la CPI. Mais vous avez un choix pour Simone Gbagbo. Mais en revanche, pour Simone, alors là, je vais vous expliquer. En revanche, pour Simone, je vous donne les dates. Madame Simone Gbagbo a été interpellée donc, en 2011, en avril 2011, comme son époux, n'est-ce pas? Et Madame Simone Gbagbo, la concernant, le mandat d'arrêt a été lancé le 29 février 2012 au niveau national. C'est donc en mars 2012, soit un mois après, que la Cour pénale internationale saisit la Côte d'Ivoire d'une requête tendant à transférer Mme Simone Gbagbo.
Mais on peut dire que vous avez joué avec les dates, que vous avez attendu pour Charles Blé Goudet que la Cour pénale internationale fasse sa demande, justement pour ne pas avoir à gérer ce problème. Le président de la République, qui est donc le garant des institutions, qui est celui qui représente la cohésion nationale entre les Ivoiriens, l'a dit à chaque fois qu'il a eu l'occasion de le faire, qu'il est pour la réconciliation nationale, la cohésion, mais que la justice devait se faire, qu'il était contre l'impunité, impunité zéro. Et donc, le président préfère que les Ivoiriens soient justement justiciables de leur propre juridiction. Donc ça, c'est quand même important. On ne peut pas nous reprocher effectivement d'avoir joué sur les dates. Alors, Dr Sako, par rapport au transfert de Charles Blé Goudet, qu'est-ce que vous êtes dit, qu'il soit là-bas ou qu'il soit ici, qu'importe? Moi, je voulais revenir sur quelque chose pour répondre un peu à l'attente des téléspectateurs. Les explications qu'on donne sur le transfert de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo, et ensuite de Charles Blé Goudet, c'est ce qui soulève un peu la suspicion au niveau de tout le monde. Qu'est-ce qui est suspect? La suspicion consiste au fait que M. Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo étaient détenus dans les mêmes conditions, sauf que les deux n'étaient pas dans la même ville. Il nous reste 5 minutes, allez-y très vite. Dans la même ville. Alors, on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu transférer l'autre, et puis Simone Gbagbo a été retenu ici. Est-ce qu'il n'était pas possible de faire la même chose? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est de là que vient la suspicion. Maintenant, en ce qui concerne Charles Blé Goudet, aujourd'hui, on s'est dit qu'on a voulu mettre Charles Blé Goudet et le président de la République dans le même sac. Et que c'est pour cela qu'il a été transféré. Donc je crois que déjà, ce qui a été entamé par le gouvernement, à savoir l'inculpation de certains éléments des forces nouvelles, vient équilibrer. Mais ce que je voulais ressortir, c'est que les 17 cas sur 61 qui ont été retenus par la commission, est-ce des pro-Gbagbo ou des pro-Ouattara? Voilà la question que je voulais savoir. Alors, M. Kwame, justement, alors vous nous avez clairement dit tout à l'heure que peu importe l'endroit où la personne était jugée, il fallait qu'elle le soit. Mais tout de même, toute cette histoire, toutes ces affaires cumulées, est-ce que vous trouvez qu'elles ont contribué à la cohésion nationale en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elles ont apaisé les tensions ou au contraire, les ont-elles exacerbées? En fait, j'essaie de vous dire que toutes les ONG de certains collègues sont aujourd'hui partie civile des deux camps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les ONG se sont portées partie civile des camps qu'on nomme pro-Ouattara et des camps qu'on nomme pro-Gbagbo. Nous, on n'a pas de camp, on a un camp citoyen qui s'adosse à la constitution ivoirienne. Donc, pour revenir sur la question du choix du lieu, non, on n'a pas de réflexion là-dessus. Pour nous, à la base, il faut que tout le monde se mette d'accord que c'est le droit qui nous guide. À partir du moment où on est tous d'accord que c'est le droit qui nous guide, il y a 3 possibilités de régler un problème par rapport à la réconciliation nationale. Au départ, vous avez une injustice, soit vous faites justice, alors ça c'est condamné, on ne passe pas. Juste, je termine. Oui, on vous fait juste un tort, vous prenez le droit, ou alors on vous fait un tort, vous reconnaissez le droit dans le style Afrique du Sud, et quand on reconnaît le droit, on pardonne. Chez nous ici, nous avons dénoncé depuis le début de la CDVR. Je viens de voir même quelque chose que nous avons écrit sur la CDVR depuis le 9 décembre 2013, en disant que la CDVR ne va pas marcher ou ne marche pas du tout parce que son président avait des ambitions politiques. Nous n'avons eu raison avant le temps. Donc pour vous dire quoi, nous on observe tout ce qui se passe et on ne le tranche pas par rapport aux combinaisons politiques. S'il y a des vides juridiques, que le gouvernement l'utilise ou pas, nous, tant que le sujet au centre, c'est-à-dire le citoyen, est jugé correctement et que tous ses droits sont prononcés, c'est bon pour nous. On va finir cette émission en faisant un tour de table rapidement, mais je vais profiter pour me faire le porte-voix de ce téléspectateur qui dit que du 2 au 3 septembre, une dizaine de détenus ont été emprisonnés. Une dizaine de détenus qui étaient emprisonnés à la MACA, à la maison d'arrêt correctionnelle d'Abidjan, ont été transférés au camp pénal de Bouaké par des hommes armés et cagoulés. Il y avait parmi eux l'ancien ministre Assoua Adou. Ils disent que leurs familles ou leurs avocats n'en étaient pas informés. Comment fonctionne alors la justice ivoirienne, Madame la ministre? Alors, vous savez que sur les cas justement de transfert d'une prison à une autre,
ce n'est pas le ministre qui en a la charge, c'est le régisseur qui transfère effectivement, c'est le régisseur. Ça travaille sous le ministre, non? Non, sous les instructions donc, du parquet. Donc c'est vraiment, je dirais, la gestion administrative. Donc ce n'est pas du tout le ministre de la Justice qui interfère dans ce cadre-là. Donc sur ce plan-là, il faut vraiment que nous soyons très clairs. Ça n'a rien à voir avec effectivement la justice par rapport au ministre de la Justice. Oui. C'est donc le régisseur. Monsieur Kwame, oui. Monsieur Kwame, je voudrais vous donner une information importante que les ONG ont vue sur le terrain. On appelle cela les petits chefs. À la sortie de crise, vous avez le corps de la hiérarchie qui souvent se coupe parce que des individus qui, avant la crise, ont subi une discrimination particulière ou des violences, peuvent être dans le corps de commandement, et ce que madame dit, je crois qu'on est d'accord là-dessus, et prendre des décisions qui surprennent souvent l'administrateur hiérarchique immédiat. Nous avons vécu, nous l'avons déjà signalé. On fait le dernier tour de table maintenant, Marie-Angèle, en demandant au ministre, si votre candidat est réélu, que fera-t-il? Continuer dans la même longueur ou bien rattraper un certain nombre de choses ou contenter quand même ceux qui estiment que, entre griffes, on fait de la justice des vainqueurs? Non, je pense qu'il ne faut pas le dire. Il faut regarder, il y a beaucoup d'instructions actuellement qui sont faites. Il y a des informations judiciaires qui sont ouvertes. Je pense que la justice fait son travail. La justice n'aime pas le bruit. Il y a le secret de l'instruction, je vous l'ai dit. Qu'on soit jugé à la fin de tout ça. Nous avons fait des avancées notables dans le domaine de la justice. Bien sûr, le président de la République, s'il est élu candidat, notre candidat, a l'intention de poursuivre. Mais en le faisant, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il offre des perspectives naturellement qui sont fort alléchantes, n'est-ce pas, au monde judiciaire. D'abord, par le renforcement donc, des ressources humaines, donc la formation continue, ensuite la mise à niveau des infrastructures, la construction donc d'établissements de prison, comme je l'ai dit également. Mais en outre, il a un programme. Il a relevé le budget qui était alloué au ministère de la Justice. Il a un programme. Et je crois que les Ivoiriens l'ont vu, les Ivoiriens l'ont entendu, les Ivoiriens ont vu ce qu'il a fait en 4 ans. Et les Ivoiriens le sachant, je suis sûr que les Ivoiriens feront le bon choix. Ils savent qu'Alassane Ouattara, notre candidat, c'est celui-là qui leur propose justement un bel avenir. Madame la ministre, alors docteur Sako, rapidement, votre candidat, si elle est élue, qu'est-ce qui va se passer en matière de justice, justement, d'interpellation, d'incarcération, etc. Dites-nous rapidement. Merci. Moi, je suis le président du directoire de campagne de Mme Mariette Lagou. Si ma candidate est élue, nous allons mettre en avant la réconciliation nationale, qui passe forcément par une réforme judiciaire et qui va nous permettre de ramener tous les Ivoiriens à égalité devant la justice. Donc toute la suspicion dont je parlais tout à l'heure, nous allons lever cette suspicion. Et pour le faire, il faut faire émerger des juges intègres, des magistrats intègres. Il y en a plein dans l'administration ivoirienne. Les mettre à la place qu'il faut pour qu'ils puissent faire leur travail, afin que toute cette suspicion de pro-Gbagbo, de pro-Ouattara puisse disparaître à jamais, parce que nous savons que sans réconciliation, il n'y a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de développement. Et M. Sako, par rapport à Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, vous n'irez pas les chercher comme certains l'ont prôné? Moi, je pense que c'est de la démagogie de dire qu'on va aller chercher Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé, parce que ça répond à des critères. Et au niveau juridictionnel international, mais est-ce qu'un chef d'État peut s'élever comme ça pour aller chercher des prévenus? Moi, non, je n'ai pas dit c'est non. La dernière réaction, on est vraiment en retard. Si vous permettez sur le dossier, c'est non seulement une escroquerie intellectuelle et juridiquement impossible. Donc ça, il faut le dire. Merci pour la précision. Monsieur Kwame. Voilà, j'ai la parole et je disais que quel que soit le candidat, la première chose que ce candidat doit savoir, c'est qu'il est le candidat d'un peuple qu'il a élu, et donc il doit écouter ce peuple pour que l'égalité de sujets de droit soit une réalité dans le pays et que l'accès à la justice soit au niveau des citoyens. Merci beaucoup, Marie-Angèle. C'est le temps de dire au revoir à nos invités. Effectivement, donc le dernier qui a pris la parole, Monsieur Christophe Kwame, vous êtes membre de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Docteur Mamadou Sako, vous représentez la candidate Mariette Lagou. Merci également. Merci beaucoup. Et enfin, merci à vous, à Fousseta Bamba-Labine. Vous êtes ministre de la Communication. Vous représentez le candidat Alassane Ouattara. Je vous remercie également de nous avoir permis de présenter effectivement notre programme.
Merci beaucoup. Merci également à d'autres téléspectateurs qui ont envoyé pas mal de réactions et on n'a pas pu tout lire. Mais on va se rattraper plus tard si la campagne continue, hein, jusqu'à minuit. Bien entendu, merci beaucoup d'avoir été des nôtres tout à l'heure. Tout à l'heure, on va marquer une pause. On reviendra sur ce plateau pour recevoir un invité spécial, candidat ou pas candidat. Restez en compagnie d'Africa 24. Vous saurez de qui il s'agit dans quelques instants.